Ce qui devait être une dernière aventure avant que l'âge adulte ne les disperse aux quatre vents, commença par une chaude matinée de juillet 2013. Ce jeudi-là, quatre amis proches chargèrent leurs sacs dans un Toyota Highlander argenté et quittèrent Columbus, dans l'Ohio, avec pour tout bagage une playlist de chansons d'été et aucun véritable itinéraire. Récemment diplômés de l'Université d'État de l'Ohio, ils avaient 22 ans, une énergie nerveuse face à l'avenir et s'accrochaient au dernier fil de leur liberté avant que la vie ne devienne une affaire de CV, de baux et d'offres d'emploi. Ils s'appelaient Rachel Vaughn, Danny Herrera, Ethan Moss et Jordan Bell. Deux jeunes femmes, deux jeunes hommes, deux couples, ou presque. Amis depuis leur première année, réunis par le hasard des dortoirs et des cours communs, c'est ce road trip qui leur donna le sentiment d'être une unité, quelque chose de réel. Leur plan était délibérément vague. Rouler vers le sud-est dans les Appalaches, explorer la Blue Ridge Parkway, camper quelques nuits, peut-être dénicher des cascades secrètes, puis remonter tranquillement par le Tennessee ou la Virginie occidentale. Ils n'avaient fait aucune réservation ni communiqué d'itinéraire précis à quiconque. Ce n'était pas ce genre de voyage. Ce qu'ils firent, en revanche, fut d'envoyer une dernière photo depuis la route. Elle fut postée sur l'Instagram de Rachel à 14h47 le 11 juillet avec la légende « On fait le plein avant le grand saut dans la nature ». L'image les montrait tous les quatre, alignés devant une petite aire de repos près de la frontière entre la Caroline du Nord et la Virginie. Ils souriaient, des boissons énergisantes et des paquets de chips à la main, le Highlander visible derrière eux, le coffre ouvert. Rachel, en short en jean et débardeur rouge, s'appuyait contre la portière du conducteur. Danny, coiffé d'un bob et portant des lunettes de soleil surdimensionnées, faisait le signe de la paix. Ethan avait un bras passé autour de Jordan, dont le sourire semblait fatigué mais sincère. Ce fut un instant ordinaire, une capsule temporelle dans la mémoire numérique. Et la dernière fois que quelqu'un les vit. Le lundi suivant, l'inquiétude commença à poindre chez les parents qui s'appelaient les uns les autres. Aucun n'avait eu de nouvelles de ses enfants depuis le jeudi. Au début, personne ne paniqua. Peut-être qu'ils n'ont plus de réseau. Peut-être qu'ils sont hors piste, volontairement. Mais le mardi, quand personne ne rentra comme prévu, les familles commencèrent à appeler les postes de police locaux le long de leur route présumée, tentant de signaler quelque chose qui n'entrait encore dans aucune catégorie. Quatre adultes d'une vingtaine d'années en voyage improvisé. Aucune preuve de crime, juste le silence. Une déclaration de disparition fut déposée ce soir-là auprès de la police de Columbus. Elle fut rapidement transférée aux autorités de l'État, puis ballottée entre les différentes juridictions, la police d'État de Virginie, le service des parcs nationaux et finalement le FBI. Le problème était que personne ne savait où ils avaient disparu. Il n'y avait pas de coupure de signal net, pas de dernier appel ou message disant « à l'aide » ou « nous sommes perdus ». Juste un vide soudain dans toutes les directions. En quelques jours, de vastes opérations de recherche furent lancées dans la région de Blue Ridge. Dans les 48 heures suivant le dernier signalement, les forces de l'ordre de deux États, coordonnées avec les gardes du parc, les agents forestiers et des équipes de bénévoles, passèrent au peigne fin plus de 130 km² de nature sauvage. Le terrain était impitoyable.
un enchevêtrement de ravins tortueux, de puits de mines effondrés, de denses fourrés de pins et de dénivelés abrupts capables d'engloutir un véhicule sans laisser de traces. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques balayaient le ciel, cherchant des signatures de chaleur de jour comme de nuit. Des chiens renifleurs de cadavres furent amenés d'autres États. Une flotte de drones scannait les lignes de crête et les chemins de pompiers. Chaque heure qui passait sans piste semblait refermer une porte derrière eux. Mais rien, pas le moindre sac à dos déchiré, pas un téléphone tombé, pas même une traînée de broussailles piétinées. Pour un lieu si reculé, c'était comme si la forêt avait appris à bien garder ses secrets. La photo de l'aire de repos fut imprimée et distribuée aux employés des stations-service et aux serveuses de dîner. Sur les réseaux sociaux, les théories explosaient, allant de la fugue organisée aux scénarios les plus sombres. Enlèvement, meurtre, initiation à une secte. De faux témoignages affluèrent, tous menant à des impasses. Faute de pouvoir les retrouver sur le terrain, les enquêteurs se tournèrent vers les données numériques. La dernière, empreinte confirmée, provenait de la carte de débit de Dany. Le 11 juillet à 15h06, elle avait été utilisée pour acheter de l'essence, du bois de chauffage et des provisions dans une petite station-service du comté de Patrick, en Virginie. L'horodatage était crucial. Il confirmait qu'à ce moment-là, le groupe était en vie, mobile et fonctionnait normalement. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Rachel se connecta brièvement à une antenne relais au nord du bassin de la rivière Dan. Un contact de 5 secondes, une trace fantôme. Après ça, plus rien. Les enquêteurs cartographièrent chaque bifurcation possible entre la station-service et la zone de silence. Il y en avait des centaines. Un labyrinthe de possibilités. Le problème n'était pas seulement que la piste s'était refroidie, c'était la perfection avec laquelle elle s'était arrêtée. Comme si les 4 jeunes gens et leurs appareils avaient été collectivement aspirés hors du réseau à l'unisson. Puis vint l'appel CB. 2 jours après la disparition, un camionneur local passant près d'un point de vue appelé Lover's Leap rapporta une étrange transmission sur le canal 19. Peu après minuit, une voix masculine, faible mais urgente, avait percé le grésillement. « On est perdu. Il y a du brouillard partout. On ne voit rien. » Il l'avait noté sur une serviette en papier, sans savoir qu'en faire, jusqu'à ce qu'il voie l'avis de recherche. Mais le signal était intraçable. L'idée du brouillard fit son chemin. La région était connue pour ses nappes de brouillard soudaines et aveuglantes. Mais sans trace de pneus ni débris, ce n'était qu'une théorie de plus. L'enquête révéla aussi des tensions sous-jacentes. Rachel et Ethan, autrefois inséparables, avaient récemment rompu. Le voyage était censé être une sorte d'escapade pour apaiser les choses. Quant à Jordan, le plus réservé du groupe, il avait confié à un camarade de classe son intention de dire la vérité avant le départ. Personne ne savait ce que cela signifiait, mais si conflit il y avait eu, il n'avait laissé aucune trace. 6 mois après le signalement, le FBI classa l'affaire comme disparition d'adultes à faible probabilité de résolution. Pour les familles, ce fut un coup terrible. Derrière les portes closes, elles ne faisaient pas que leur deuil. Elles se désagrégeaient. Lauren Vaughn, la mère de Rachel, arrêta de travailler. Elle passait ses journées à conduire sans but dans la région où sa fille avait disparu, trouvant une étrange paix à regarder les arbres qui avaient peut-être été la dernière chose que Rachel ait vue.
Le père de Danny, un militaire stoïque, avoua en larmes dans une interview qu'il laissait la lumière du porche allumée chaque nuit. Je veux qu'elle sache qu'elle peut rentrer à la maison, dit-il, la voix tremblante. La mère de Jordan cessa de donner des interviews, confiant à une amie. Je ne cherche pas un miracle, je cherche juste un os. Au fil du temps, l'histoire s'estompa. La photo de l'aire de repos devint une relique, ne circulant plus que sur des forums dédiés aux affaires non résolues. Ce qui hantait le plus les esprits n'était pas seulement leur disparition, mais sa perfection. Aucune trace, aucun témoin, aucun signe de détresse. Comme si les montagnes les avaient entièrement avalés. Chaque affaire que nous explorons n'est pas une simple histoire. Ce sont des semaines de recherche dans de véritables archives, de vérification des faits, pour honorer des vies qui méritent que l'on se souvienne d'elles. La part de mystère qui vous saisit aujourd'hui est ce qui nous pousse à continuer à chercher la vérité. Mais pour l'heure, revenons à l'affaire qui nous occupe. Pendant 12 ans, le mystère resta entier. 12 années longues, lentes et brutales. Et puis, au printemps 2025, ce ne fut ni un détective, ni une équipe de recherche qui les trouva, mais des ouvriers du bâtiment faisant simplement leur travail. Une équipe de 2 hommes du département des transports de Virginie défrichait un talus le long d'un tronçon rural de la route 58, à l'ouest de la rivière d'Anne, pour un modeste projet d'élargissement de la chaussée. Alors que le godet de la pelleteuse s'enfonçait dans un enchevêtrement de lianes et de terre moussue, il accrocha quelque chose d'inattendu, du métal tordu et enfoui. Ce n'était ni une canalisation, ni de la roche. C'était le coin d'un pare-choc arrière rouillé, enseveli sous 12 ans de terre et de silence. Mais à mesure que la pelle mécanique balayait les débris, une forme commença à émerger. Un véhicule, gris argenté, sous une croûte d'argile. L'arrière était écrasé, le toit enfoncé comme une boîte de conserve. Ce n'est que lorsque la terre se retira davantage qu'ils aperçurent l'emblème Toyota, encore intact sur le haillon arrière. Highlander. La police locale fut la première sur les lieux. Puis, discrètement et sans fanfare, la police d'État fut appelée en renfort. À la tombée de la nuit, le site était bouclé, baignant sous la lumière crue de projecteurs portables. Une équipe de récupération scientifique entama le processus délicat de documentation de chaque centimètre carré. Ce qu'ils avaient sous les yeux était une capsule temporelle scellée par 12 ans de pluie, de croissance des racines et de silence. Le SUV avait plongé le long d'une pente abrupte après avoir traversé un garde-corps en bois pourri depuis longtemps dévoré par la mousse et les broussailles. Le point d'impact était presque invisible depuis la route en contrôle. Le remblai plongeait sur près de 12 mètres avant de s'aplanir dans un creux étouffé par les fougères, les troncs d'arbres abattus et les sédiments des ruissellements saisonniers. Il n'était pas seulement caché, il était enseveli. Si l'équipe de voirie n'avait pas perturbé cette section précise de la pente, il serait peut-être resté perdu à jamais. À l'intérieur du véhicule, l'histoire se dévoilait, pièce par pièce. Le siège passager avant abritait encore des restes squelettiques presque intacts. Sur le siège conducteur, un autre squelette partiel était affalé sur le côté, soudé à l'armature du siège par le temps et la décomposition. À l'arrière, derrière les sièges avant effondrés, se trouvait un troisième corps, enveloppé dans un tissu déchiqueté et les lanières blanchies par le soleil d'un sac à dos aux couleurs désormais passées. Des effets personnels étaient éparpillés sur le sol. Un étui de téléphone fissuré, un thermos rouillé, une botte de randonnée déchirée, un bracelet aux perles lettrées et délavé
épelant Danny. L'équipe scientifique travailla toute la nuit. Sur le plancher côté passager, sous un fragment fondu de carte plastifiée, ils trouvèrent une note partiellement lisible, où seuls 2 mots restaient visibles à travers l'encre tachée d'eau. Éperon du sentier. Sur la carte elle-même, un cercle avait été tracé au feutre rouge, estompé sur un mince chemin sans nom partant de la route principale. Il n'était pas indiqué sur les cartes standards. Seuls les randonneurs aguerris ou les gardes forestiers auraient connu son existence. Au matin, la récupération était terminée. La confirmation ADN prendrait des semaines. Mais sous la tente du poste de commandement, personne ne doutait de l'identité des victimes. Rachel était à l'arrière, Danny et Ethan à l'avant. Jordan, lui, était introuvable. La nouvelle de la découverte ne fut divulguée que 3 jours plus tard. Les autorités avaient besoin de temps pour informer les familles, coordonner les procédures d'identification et sécuriser le site. Mais lorsqu'elle éclata, l'histoire se propagea rapidement. 12 ans de mystère déterrés en un seul coup de pelle. Tous les grands médias s'en emparèrent. Avancée majeure dans la disparition d'étudiants de l'Ohio en 2013. Affaire du road trip manquant, un SUV retrouvé après 12 ans. Mais pour les familles, ce n'était pas un gros titre, mais des funérailles. Lauren Vaughan fut la première parente amenée pour identifier les objets personnels. Elle reconnut le collier de Rachel, un petit pendentif en argent en forme de croissant de lune, encore accroché au tissu de sa chemise. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta là, les mains tremblantes, à fixer l'objet, avant de murmurer « Elle le portait encore, même à ce moment-là. » Plus tard, dans un moment de calme, loin des autres, elle demanda au légiste si Rachel semblait avoir eu peur. Le légiste ne sut que répondre. La cause du décès pour les 3 victimes fut déterminée comme une combinaison de traumatismes contondants dus à l'accident et d'exposition prolongée aux éléments, probablement l'hypothermie ou des blessures internes non traitées. D'après la position des corps et les dommages au véhicule, les enquêteurs conclurent qu'ils avaient perdu le contrôle tard dans la nuit, peut-être désorientés par le brouillard, et avaient traversé le garde-corps défaillant avant que quiconque ait pu réagir. L'absence de traces de freinage suggérait qu'ils n'avaient peut-être même pas freiné, que ce soit à cause d'une visibilité nulle, de l'épuisement ou d'une distraction. Mais une chose ne collait pas. Jordan n'était pas là, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni à l'extérieur du véhicule, ni dans un rayon de 100 mètres, malgré le balayage initial du site. Il était possible, admettaient des enquêteurs, qu'il ait été éjecté du véhicule, mais il n'y avait aucune trace de traînée, aucun ossement dispersé dans les sous-bois, aucun lambeau de vêtements. Et le haillon arrière du Highlander était toujours verrouillé de l'intérieur. Pour les familles, c'était une cruelle tournure dans une histoire qui leur avait déjà tant pris. 3 enfants retrouvés, un toujours porté, disparu. La conclusion qu'ils avaient tant implorée était accompagnée d'un astérisque qui ne les laisserait pas en paix. La mère de Jordan refusa d'accepter le rapport. Quelques jours plus tard, debout sur le site de l'accident, le regard plongé dans le ravin, elle dit à voix haute « Il est sorti. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il est sorti. » Elle demanda si des chiens seraient utilisés. La réponse fut oui, mais la piste olfactive était trop dégradée. Il ferait venir des chiens de recherche de cadavres, ratisserait le périmètre et élargirait la zone de recherche, mais il restait réaliste quant à leurs chances. Sur la banquette arrière, coincée sous un appui-tête effondré, l'équipe trouva le journal de Jordan.
La plupart des pages s'étaient désintégrées en pulpe, mais une entrée restait lisible. L'écriture était la sienne. On pouvait y lire « Le sang de Danny coule. Ethan ne bouge pas. Rachel ne peut pas se redresser. Je vais grimper par le sentier. Je marquerai les arbres. Je reviens vite. » Cette entrée changea tout. Désormais, ce n'était plus une simple affaire de disparition. C'était un scénario de survie. Jordan avait vécu assez longtemps pour tenter d'aller chercher de l'aide, assez longtemps pour ouvrir la portière, pour sortir, pour laisser ses bottes dans la boue. Mais il n'était jamais revenu, et quelque part là-dehors, sous des années de végétation et de silence, se trouvait la suite de l'histoire. Lorsque les enquêteurs retournèrent sur le site la semaine suivante, ils ne s'attendaient pas à trouver quoi que ce soit de nouveau. Le SUV avait déjà été extrait, son contenu catalogué et le terrain cartographié. Il ne restait plus qu'une opération de nettoyage, documentant le périmètre à la recherche d'un éventuel champ de débris secondaires. Mais, à 6 mètres de l'endroit où le véhicule s'était immobilisé, l'un des techniciens remarqua quelque chose d'étrange dans les sous-bois. 2 bottes de randonnée. Elles étaient droites, parfaitement côte à côte, ni jetées, ni dispersées, comme des débris de l'accident. Et malgré 12 ans d'intempéries, leur état était étrange, encore largement intact. Le cuir était noirci par l'âge, mais pas déchiqueté, pas blanchi par le soleil comme tout le reste. À l'intérieur, des échantillons de sol montraient des signes d'exposition plus récente. Quiconque les avait placés là, ou quoi que ce soit qui les ait dérangés, l'avait fait bien après l'accident. Lorsque les bottes furent soulevées, l'un des lacets était sectionné net, comme s'il avait été arraché et non usé. À l'intérieur de la botte gauche, collée à la semelle, se trouvait un mince morceau de papier plastifié, un fragment d'une vieille carte routière. L'encre avait coulé, mais un mot restait lisible, Dan. Les enquêteurs confirmèrent plus tard qu'il correspondait à la même marque de carte que celle trouvée à l'avant du SUV. Ils élargirent le périmètre. Environ 30 mètres plus haut sur la pente, les chercheurs découvrirent ce qui ressemblait à une fosse peu profonde, large de 60 cm et profonde de 50. Elle était vide, mais la terre était étrangement compactée, comme si quelque chose y avait été enterré. À côté, des fragments de sangle en nylon décomposé, compatibles avec une bretelle de sac à dos, étaient éparpillés. Un instant, l'hypothèse de travail changea. Peut-être que Jordan Bell n'était pas mort dans l'accident. Peut-être avait-il survécu, désorienté mais vivant, et avait tenté de trouver de l'aide. L'entrée du journal retrouvée dans la voiture, sa dernière note, soutenait cette idée. Suis parti chercher de l'aide. Je reviens vite. Restez là. Les enquêteurs pensaient qu'il l'avait écrite dans les premières heures après l'accident. L'écriture correspondait parfaitement à ses notes universitaires. L'image mentale était obsédante. Un jeune de 22 ans, meurtri et secoué, rampant hors de l'épave dans le brouillard et le froid, ses amis blessés ou mourant à l'intérieur du SUV, une pente raide devant lui, aucune route en vue. Pas de réseau, juste le bruit du vent dans les arbres. Il avait dû essayer de suivre la carte. Peut-être que l'éperon de sentiers encerclés était leur prochaine étape prévue, quelque chose de familier qu'il espérait atteindre. Les enquêteurs supposèrent qu'il avait tenté de remonter vers la route en suivant l'inclinaison naturelle de la pente. La distance n'était pas grande en ligne droite, peut-être 150 mètres jusqu'au bord le plus proche, mais le terrain était brutal. Argile glissante,
pente abrupte, racines enchevêtrées et végétation dense. Même en plein jour, cela aurait été presque impossible. De nuit, dans le brouillard, c'était suicidaire. Les équipes de recherche suivirent cette pente avec soin, marquant chaque dépression, chaque tanière, chaque signe de perturbation. À mi-chemin, ils trouvèrent quelque chose de coincé dans l'écorce d'un pan mort, un morceau de tissu vert profondément enfoncé. L'analyse médico-légale confirma plus tard qu'il s'agissait d'un morceau de la doublure d'une veste déchirée, compatible avec celle que Jordan portait sur la dernière photo publiée en ligne. Dans la même zone, ils trouvèrent également des empreintes partielles dans le sol, des empreintes de pieds nus, faibles mais mesurables. Ce détail des pieds nus troubla tout le monde. Si Jordan était sorti du véhicule, pourquoi ses bottes avaient-elles été laissées derrière? Pourquoi les aurait-il enlevées? Le temps cette nuit-là avait été humide et froid, avec des températures chutant autour de 5 degrés. Cela n'avait aucun sens, à moins que l'hypothermie ou le choc ne se soient déjà installés. Les coordinateurs des recherches mentionnèrent un phénomène parfois observé dans les décès en milieu sauvage appelé déshabillage paradoxal, où les victimes désorientées commencent à enlever leurs vêtements alors que leur température corporelle chute. La théorie était douloureuse à imaginer, mais scientifiquement plausible. Alors que les équipes progressaient plus haut sur la crête, les chiens de recherche de cadavres s'alertèrent 2 fois. Une fois près d'un ravin de drainage, une autre fois près d'un amas de rochers surplombant le ravin. Les 2 alertes furent non concluantes. Aucun reste ne fut découvert ce jour-là. La forêt était épaisse de litières de feuilles, de branches et de dolines formées par des années d'érosion. Tout ce qui était laissé exposer une saison aurait été à nouveau caché la saison suivante. Puis, une semaine plus tard, lors d'un second balayage, un chercheur volontaire aperçut quelque chose de pâle près de la base d'un tronc d'arbre pourri, à environ 550 mètres au nord du site de l'accident. C'était petit, arrondi et à moitié enfoui dans le sol. Au début, ils pensèrent que c'était un fragment d'os animal. Mais sous la mince croûte de terre, la courbure et la texture étaient sans équivoque. C'était un morceau de crâne humain. L'analyse ADN confirma qu'il appartenait à Jordan Bell. Cette découverte aurait dû clore l'affaire, mais elle ne le fit pas. Elle ne fit qu'épaissir les questions. Ces restes étaient trop loin du véhicule pour une éjection typique post-accident. La position du fragment suggérait une décomposition et une activité animale. Certes, mais le placement impeccable des bottes contredisait cela. Les experts conclurent qu'il avait survécu pendant au moins plusieurs heures, peut-être plus, avant de succomber à ses blessures, à l'exposition ou à l'épuisement. Mais il n'y avait pas de cause définitive de décès, pas de squelette complet, pas d'histoire concluante. Les théories se scindèrent en 2 camps. Certains pensaient que Jordan avait été délirant, blessé, et avait simplement perdu ses repères, errant sans but avant de s'effondrer quelque part dans les bois. D'autres n'en étaient pas si sûrs. Les bottes placées côte à côte, la fosse partiellement remplie et l'absence d'un corps complet laissaient entrevoir quelque chose qui ne correspondait à aucune explication simple. Un enquêteur, qui parla plus tard sous couvert d'anonymat, dit qu'il y avait quelque chose qui clochait sur le site. Il le décrivit comme étant anormalement calme. On n'entendait même pas les oiseaux, dit-il. C'est comme si l'endroit ne voulait pas le rendre. Pour les familles, la découverte partielle fut une agonie. Trouver son os
ne signifiait pas le retrouver. La mère de Jordan refusa de croire qu'il était simplement mort seul dans les bois. Elle était convaincue que quelque chose ou quelqu'un avait été là dehors avec lui. Elle pointait sans cesse les bottes du doigt, demandant: Mon fils aurait-il enlevé ses chaussures, les aurait-il alignées parfaitement pour ensuite marcher pieds nus dans le noir? Personne ne pouvait lui donner de réponse. Avec le temps, la scène fut nettoyée, la pente stabilisée et le dossier de l'affaire mis à jour. Officiellement, la mort de Jordan Bell fut classée comme indéterminée, compatible avec une survie post-accident et une exposition aux éléments. Officieusement, même parmi les enquêteurs, l'affaire n'a jamais été digérée, car parfois, quand on regarde de trop près ce que la nature garde caché, on trouve des choses qui n'ont pas de sens. Et dans le creux boisé et silencieux de la route 58, ils avaient trouvé exactement cela. Une fin qui ressemblait à une histoire inachevée. Lorsque les restes furent finalement analysés, les réponses étaient censées arriver. Mais ce que les os révélèrent ne fut pas une résolution. Ce fut une contradiction. Le rapport du médecin légiste indiquait que les trois occupants du SUV, Rachel Vaughn, Danny Herrera et Ethan Moss, étaient très probablement morts dans les heures qui avaient suivi l'accident. Les blessures étaient compatibles avec un traumatisme contondant dû à l'impact et une possible hypothermie. Les côtes d'Ethan étaient fracturées du côté gauche. Le bassin de Danny avait été écrasé par le tableau de bord, et la colonne vertébrale de Rachel montrait des signes de compression compatibles avec une projection vers l'avant tout en étant attachée. Rien de malveillant. Rien qui n'indiquait un acte criminel. Les restes partiels de Jordan Bell, cependant, racontaient une autre histoire. Son fragment de crâne ne montrait aucune fracture, aucun résidu de tir, aucun signe de prédation. Il n'avait pas été attaqué. Il n'était pas tombé d'une grande hauteur. Rien dans les analyses médico-légales n'expliquait comment il était mort, ni pourquoi il avait laissé les autres derrière lui. Lorsque les enquêteurs réexaminèrent l'entrée du journal trouvée dans le SUV, ils tentèrent de reconstituer la séquence de ces dernières heures. Il avait dû l'écrire juste après l'accident, quand l'adrénaline était encore forte, quand l'espoir n'avait pas encore cédé à la panique. Suis parti chercher de l'aide, je reviens vite. Restez là, avait-il noté. C'était une phrase si simple, si logique, si humaine. Il croyait qu'il pouvait sortir, trouver la route, ramener de l'aide. Mais il ne l'a jamais fait. Le problème était le temps. D'après les estimations de décomposition, il aurait pu survivre une journée entière, peut-être plus, après avoir quitté l'épave. Cela signifiait qu'il aurait pu être en vie pendant que les équipes de recherche ratissaient les sections supérieures du parc dans les premières 48 heures. Il était là, quelque part dans cette même étendue de forêt, et il l'avait manqué. C'est une pensée qui hante encore ceux qui ont travaillé sur l'affaire. Des années plus tard, lorsque le rapport fut déclassifié, un détail que peu de gens en dehors des forces de l'ordre avaient jamais entendu fit surface. Dans les mois qui suivirent la découverte, les enquêteurs recoupèrent les données des gardes du parc, à la recherche de tout événement inhabituel près du corridor de la rivière Dan pendant la période de la disparition initiale en 2013. C'est alors qu'ils trouvèrent quelque chose dans les images d'archives d'une enquête sur la faune provenant d'une caméra de surveillance installée pour suivre les déplacements des ours noirs. Le clip était daté du 3 août 2013, 3 semaines après la date présumée de l'accident. À 2h13 du matin,
La caméra enregistra une silhouette se déplaçant lentement le long d'un sentier de service. Elle était humanoïde, pieds nus, portant ce qui semblait être une veste verte déchirée. La silhouette s'arrêta un instant, regarda directement vers l'objectif, puis disparut dans l'obscurité. La séquence durait moins de 5 secondes. Elle était granuleuse, mais une fois améliorée, les proportions correspondaient approximativement à la taille et à la carrure de Jordan. L'horodatage la situait à 27 km du site de l'accident. Personne ne pouvait affirmer avec certitude que c'était lui, mais le moment, les vêtements, même le terrain, tout correspondait au rayon de ses derniers mouvements connus. Pour la mère de Jordan, ce clip devint à la fois un salut et un tourment. Elle le regardait sans cesse, convaincue que c'était son fils, toujours en vie, cherchant encore un moyen de sortir de cet infini labyrinthe verte. D'autres y voyaient quelque chose de différent, quelqu'un de délirant, perdu et proche de la fin. Les images ravivèrent des rumeurs qui ne s'étaient jamais vraiment éteintes. Les habitants des environs de la Dan River Wilderness avaient longtemps chuchoté sur des choses étranges dans ces bois, des échos qui se propageaient dans la mauvaise direction, des bruits de pas qui semblaient venir de partout et de nulle part. Des randonneurs décrivaient avoir entendu des voix répéter leurs propres mots une fraction de seconde plus tard, comme si le son ricochait depuis des endroits où il n'aurait pas dû. Après la découverte du site de l'accident, la zone a acquis une sombre réputation. La police de l'État de Virginie a finalement clôturé une partie de la pente pour empêcher les intrus, mais cela n'a pas empêché les gens de venir. Certains laissaient des fleurs, d'autres des offrandes. Une note anonyme épinglée à un arbre disait « Il est allé plus loin que quiconque ne le saura jamais ». Les familles se réunirent pour un mémorial commun plus tard cette année-là. Pour la première fois, elles se tenaient ensemble, non pas comme des parents de disparus, mais comme des parents de ceux qui avaient été retrouvés. La cérémonie eut lieu près du belvédère surplombant le site de l'accident, une clairière tranquille avec vue sur la vallée. Ils lâchèrent 4 lanternes dans le ciel crépusculaire. 3 s'élevèrent et disparurent. La 4e vacilla, puis plongea bas dans les arbres et s'évanouit avant d'atteindre l'altitude. Personne n'en parla, mais tout le monde le vit. La conclusion vint sur le papier, pas dans la paix de l'esprit. La cause officielle du décès de Jordan Bell fut classée comme indéterminée. Le dossier fut marqué comme inactif, en attente de nouvelles preuves. Pour les enquêteurs, c'était la conclusion logique. Pour les familles, c'était insupportable. Dans des entretiens, le coordinateur de l'affaire admit que quelque chose dans cette découverte le troublait encore. Vous pouvez expliquer 90% de l'affaire, dit-il. L'accident, le brouillard, l'isolement. Mais il y a toujours ces 10%, la pièce qui ne colle pas. Les chaussures, la fosse, la distance, cette dernière décision qu'il a prise de s'éloigner. Les psychologues qui ont étudié le comportement de survie dans des incidents isolés en pleine nature citent souvent un thème récurrent. L'esprit, piégé entre la peur et l'espoir, devient sa propre pire boussole. Les gens marchent en rond, convaincus qu'ils progressent. Ils voient des motifs dans le terrain, des lumières qui n'existent pas, des routes qui s'évanouissent à leur approche. Dans cet état, la rationalité n'est pas la première chose à disparaître. C'est la dernière chose à laquelle il s'accroche, jusqu'à la toute fin. C'est peut-être ce qui est arrivé à Jordan. Peut-être a-t-il vu le reflet d'un phare à travers le brouillard qui n'était pas réel. Peut-être qu'il hallucinait à cause du choc, de la déshydratation
ou d'une commotion cérébrale. Ou peut-être, comme sa mère l'affirme encore, a-t-il vu autre chose, quelque chose qui l'a poussé à enlever ses bottes et à s'avancer dans le noir, croyant que cela le mènerait à la sortie. Personne ne le saura jamais avec certitude. Aujourd'hui, le site de l'accident a été réabsorbé par la terre. Le garde-corps a été remplacé. La pente a été renforcée. Des conducteurs passent chaque jour sur ce tronçon de la route 58 sans jamais savoir ce qui se cache juste derrière la lisière des arbres. Le Highlander a finalement été enlevé. Ses restes entreposés dans un dépôt de preuves à Richmond, étiquetés et scellés. De temps en temps, des randonneurs signalent encore des bruits étranges près du ravin, une voix appelant faiblement depuis le bas de la pente, un écho métallique comme quelque chose qui bouge sous le sol. Lorsque des enquêteurs sont retournés inspecter le site de reconstruction en 2026, l'un des ouvriers a juré avoir entendu ce qui ressemblait à un seul coup sur du métal, provenant du dessous de la crête. Ils n'y ont pas prêté attention. L'acoustique peut jouer des tours étranges dans cette vallée. Mais, pour ceux qui se souviennent de l'affaire, ce son persiste. C'est le son d'une question qui n'a jamais vraiment disparu. Pourquoi ont-ils quitté cette route principale? Pourquoi ont-ils disparu si complètement? Et pourquoi l'un d'eux s'est-il éloigné pour disparaître à nouveau? 12 ans sous terre, et la vérité toujours à moitié enfouie dans la poussière.